Odette Abadi est née Rosenstock en 1914 à Paris, dans une famille juive française de 2 enfants. En 1939, elle est diplômée de la faculté de médecine. Privée par la législation de Vichy de la possibilité d'exercer son métier de médecin, elle retrouve à Nice Moussa Abadi, jeune juif de Damas, étudiant en lettres à la Sorbonne et passionné de théâtre. En 1942, sous le nom de Sylvie Delattre, elle organise avec Moussa et l'aide de Monseigneur Raymond, l'évêque de Nice, un réseau chargé du sauvetage des enfants, le réseau Marcel. C'est le nom clandestin de Moussa. 527 enfants juifs lui doivent la vie. En avril 1944, alors que Moussa est à Paris pour chercher l'argent nécessaire au réseau, elle est arrêtée par la milice, conduite dans les locaux de la Gestapo, à l'hôtel Excelsior, puis à l'Ermitage. Odette subit un interrogatoire brutal. Conduite à Drancy, elle est déportée le 20 mai 1944. On est arrivé le soir à Birkenau, toujours dans nos wagons fermés, et on est resté toute la nuit, on essayait de voir à travers, puis quand le jour s'est levé, on a vu un petit peu qu'il y avait comme ça la terre glaise jusqu'au bout, des femmes qui transportaient des brouettes avec des pierres. On a vu les cheminées qui fumaient, on a entendu des cris, et puis tout à coup on a entendu qu'on ouvrait les portes des wagons. Au fur et à mesure, ça se rapprochait, puis on entendait des hurlements dehors. Et puis finalement, on a ouvert les clés, on a ouvert les portes. Il y a des hommes rebrayés qui se sont précipités sur nous. Ils avaient des grandes cannes avec la manche recourbée. Ils se précipitaient sur nous. Ils ont jeté par terre toutes les valises, tous les bagages. Et puis ensuite, ils nous ont jetés par terre nous-mêmes sur le sol, faire sauter des wagons, tout ça en hurlant. Et puis, on ne savait plus où on en était, au milieu de... On était éblouis par le jour, on était fatigués, épuisés, il y avait des morts le long du chemin. Tout le monde hurlait. Alors, il y avait des gens qui criaient, ceux qui sont fatigués doivent monter dans les wagons, mais comme je ne comprenais pas l'allemand, je ne savais pas. Je tenais les 2 des gosses que je tenais par la main. Il fallait avancer, on mettait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et puis un tas d'autres ailleurs, les enfants, les vieillards, les femmes enceintes, enfin tout ce qui devait être gazé. On ne savait pas encore qu'on allait être gazé. Et enfin, on n'était pas sûr. Alors au milieu de tous les hurlements, puis j'approchais, puisqu'il fallait approcher pour savoir s'il fallait aller à gauche ou à droite. Et il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, qui m'a mis sa canne avait un bec recourbé, il me l'a mis autour du cou, et puis il a tiré tant qu'il a pu, il m'a dit « Je suis grec, juif comme toi, lâche ces gosses, il faut que je te les fasse lâcher pour que tu vives. » Alors naturellement, il a écarté les gosses et il me tirait, et naturellement j'ai repris les mains des gosses, il me les a arrachés, et il m'a tiré devant les Allemands. Là, j'étais toute seule. Je suis passée fièrement, comme si je crânais, comme si je jugeais les officiers allemands. C'était complètement fou, mais on ne se rendait pas compte à ce moment-là. Et puis je suis entrée. On vous a raconté 1000 fois comment de couloir en couloir, comment les filles arrivaient pour nous dévaliser, pour nous commencer à nous menacer, pour nous raconter quelle était la vérité des cheminées, pour nous dire ici tu entres par la porte, tu sors par la cheminée, etc. Et puis on nous a tatoués, on nous a dénudés, on nous a rasé le pubis et sous les bras. On ne nous a pas rasés complètement. Il y a quelqu'un qui m'a dit dis que t'es médecin. Qui c'était, j'en sais rien, dit que tu es médecin, on ne te rasera pas. En réalité, on m'a laissé les cheveux, j'avais les cheveux courts, je crois, à cette époque, mais les autres, on leur a laissé 2 ou 3 centimètres de cheveux quand même. Mais on rasait les filles qui avaient refusé de donner leurs vêtements, de donner à l'entrée, on disait, il y avait des filles qui sont arrivées en disant « Donne-moi ta chemise, donne-moi ta bague, donne-moi ton alliance. Si tu ne le donnes pas,
tu verras, je me vengerai. Tu peux crever d'autres façons que de crever avec les gaz. Il y a d'autres façons de te faire mourir. Alors celles-là, tout de suite, on les a rasées, avec le crâne qui saignait, etc. On nous a mis dans des douches, une salle de douche. On était 4 sous chaque jet, toutes nues naturellement, sous chaque jet d'eau. Et puis ensuite, on nous a fait asseoir, on a entendu une soufflerie, on a cru que c'était les gaz. On s'est levé, on était... c'était l'angoisse, la panique, l'épouvante. Et puis c'était pas ça, c'était pas pour cette fois-là. Et on nous a amenés encore à côté, je vous ai dit qu'on nous avait tatoués, ça c'était la première chose qu'on ait faite. Puis on nous a emmenés aux toilettes, c'est-à-dire qu'il fallait traverser tout le camp. Naturellement, on a perdu nos chaussures, il avait plu, c'était de la glaise par terre, les chaussures s'enlisaient dans la terre, on ne nous laissait pas les ramasser, alors celles qui perdaient leurs chaussures continuaient pieds nus. Et puis on est arrivé dans un grand bloc, un long bloc, dans lequel il y avait deux entrées avec des grosses filles, avec des gourdins à la porte. On nous a fait entrer, et là il y avait une espèce de bahut sur toute la longueur, avec des trous 2 par 2. Vous avez déjà entendu tout ça. Alors, des trous 2 par 2 et je sais pas, des centaines de filles tout autour, les unes sur les trous, les autres tout autour, échangeant des nouvelles dans toutes les langues d'Europe. Et puis une fille qui marchait le long de cette espèce de bahut qui tapait dessus, qui les faisait s'asseoir bien sur le bois, était bien souillé, mais ça fait rien. Asseyez-vous droit là-dessus. Et voilà, alors il fallait faire ça. Il y en avait qui avaient des dysenteries épouvantables déjà, d'Ourcheval, ça commençait. Elles étaient le long des murs à se tenir le ventre et à gémir. Et puis les autres qui circulaient, qui s'embrassaient, qui parlaient, qui cherchaient les nouveaux, on se racontait les nouvelles, etc. Nous, on était complètement perdus au milieu de tout ça. On nous embrassait, mais c'était affreux, ça. Et on nous avait dit qu'il y avait un bâtiment dans lequel on faisait de l'ethnologie. Alors ça m'a passionnée, je me suis tout de suite présentée en disant ça, je veux voir ça, je ne veux pas rater ça. Et je suis arrivée dans un bâtiment, il y avait un bureau de médecin, c'était Koenig qui était médecin là-bas. Et puis il y avait 2 filles polonaises qui parlaient bien français et qui étaient des vrais ethnologues, qui avaient travaillé au musée de l'Homme à Paris. Et qui m'ont dit, qu'est-ce qu'on a parlé? Elles m'ont mesuré le nez, mesuré la tête et tout, et tout, et tout. Je leur demandais, mais à quoi ça sert ce que vous faites? Elles disaient, pas rien du tout. On voit que les juifs français ressemblent aux français, que les juifs polonais ressemblent aux polonais, que les juifs allemands ressemblent aux allemands. Ça ne sert absolument à rien, mais ils le veulent, alors on le fait. Bon, alors elles m'ont demandé mon métier, puis elles ont dit, si on pouvait, on voudrait bien vous faire entrer au Revire, ça serait quand même mieux pour vous. Et puis à ce moment-là, dans le bureau du médecin, il y avait une engueulade effroyable parce qu'il y avait un médecin qui était là et qui avait été renvoyé par le médecin-chef allemand. Un médecin juif qui était là, oui, elle était juive, et qui était renvoyé par le médecin-chef allemand qui la recevait pour la renvoyer et qui l'engueulait. Puis on l'a vu partir. Et la fille, l'ethnologue, a dit, il n'y a plus personne, alors là on pourrait essayer. Il y avait le médecin-chef juif, Enna, qui était là aussi. Alors, on lui a dit, écoute, j'ai ici un médecin, tu ne veux pas la prendre? Alors, Enna a dit d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est? Et puis, elle a dit, allez, viens, toi. Et c'est comme ça que j'ai été embarquée comme médecin. Et c'était le bloc des Zwillinge, c'est-à-dire des jumelles. Alors, quand je suis entrée là-dedans, j'ai vu des doubles partout, des femmes par 2, des enfants, des femmes vieilles même, alors le camp, c'est le domaine de la jeunesse. Mais là, il y avait des femmes vieilles, des enfants, tout ça par paire, habillés avec leurs vêtements de ville, civils, c'est-à-dire souvent des robes comme elles avaient en ville, mais les mêmes. Si bien qu'on avait l'impression de voir double. Partout, et elles, on les respectait, c'était vraiment les princesses au camp. Vous étiez logée dans un bloc de médecins? Non, il y avait de tout. Il y avait des médecins, des infirmières et des Zwillinge. Ah, en plus. Oui, oui, oui.
C'est plutôt les médecins et les infirmières qui étaient en plus, parce que les Zwilling étaient encore plus nombreuses que nous. Et elles restaient là, elles ne travaillaient pas. Mais les médecins des blocs, chaque spécialité devait les examiner et faire un rapport sur leur état. Et ensuite, Mengele faisait la synthèse. Et qu'est-ce qu'il a fait avec eux? On n'en sait rien. Elles sont parties à Auschwitz après. Mais elles étaient très gâtées tout le temps où elles ont été là-bas. On leur donnait de la soupe en plus. Et puis elles avaient leurs vêtements. Et puis il n'était pas question de les faire travailler. Ils entraient d'un côté. C'était de longs rectangles. Ils entraient d'un côté. Alors on disait « Hartung !» et tout le monde celles qui étaient debout, c'est-à-dire les infirmières et les médecins, se tenaient au garde à vous devant les lits. Et les filles restaient dans les lits. Et Enna, le médecin-chef, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien la gueule testait, sortait une liste et appelait des numéros. Et chaque numéro correspondait à une fille qui était dans une des koyas. Et la fille devait se lever, se mettre nue et apparaître devant le médecin, se montrer. Et lui, elle faisait un signe où il l'envoyait à la sélection, où elle pouvait retourner à son lit. N'importe comment, elle retournait à son lit. Et tout le bloc y passait. Et ça devenait de plus en plus vite. C'était une espèce de rythme. Hop, elle a un numéro, elle passait, il marquait, elle retournait. Passait, il marquait, elle retournait, etc. J'ai essayé quelquefois d'intervenir pour une fille ou une autre, une amie, en disant elle allait sortir, elle allait bien, elle allait sortir. Alors Enna a essayé de traduire, ça avait été écouté quelquefois, d'autres fois, d'autres n'ont pas été écoutés. Et puis il s'en allait. Il allait dans un autre bloc, il continuait la même chose. Alors tout le monde s'interrogeait, est-ce que tu crois qu'il m'a marqué? Moi j'étais mieux, tu crois que je me suis levée? Celles qui n'arrivaient pas à se lever, elles étaient marquées immédiatement. Et il y a des filles que j'essayais de faire tenir debout, mais elles n'arrivaient pas à tenir debout. Alors là, ça faisait rigoler Mengele, et puis c'est tout. Il la marquait, et puis c'est tout. Il rigolait? Oui, ou bien il se mettait en colère contre une infirmière qui ne faisait pas bien le pansement, où les pansements se défaisaient. Alors il était furieux, ou bien l'infirmière qui tremblait et qui n'en pouvait plus essayait de recoucher la malade. Hein. Alors, je disais, elle ne sait même pas faire coucher une malade. Qu'est-ce que c'est qu'une infirmière comme ça? Elle va retourner au camp. Il faisait des remarques techniques. Oui, tout à fait techniques. D'ailleurs, ce qui comptait au revire, c'était que ça soit bien balayé en dessous, qu'il n'y ait pas un papier qui traîne ou un chiffon ou un truc qui traîne. C'était ça qui comptait. Et puis, il y a des tas de choses qui se passaient aussi dans le camp qui n'arrivaient pas là. Et puis après, il sortait, il allait dans un autre bloc, on apportait la soupe, tout continuait comme si rien ne s'était passé. Et puis on attendait 2 jours, 3 jours. Et puis, un moment, des Allemands arrivaient avec une liste et disaient « Toutes celles que j'appelle, on les conduit au bloc 7 », je crois, c'était le bloc 7. Et alors, toutes celles qui avaient été sélectionnées, on les emmenait au bloc 7. Et, alors là, comment ça se passait? Et là, elles attendaient. Elles attendaient quelquefois 4 ans. Comment ça se passait de les emmener? Vous pouviez faire... Enfin, comment c'était ce moment-là? Ça devait être tout à fait pénible. Bien sûr que c'était pénible, mais ça devait aller très très vite parce que les Allemands étaient là qui tapaient dans le tas et puis qui hurlaient et puis il n'y avait rien à faire. Et puis elles essayaient de se cacher, mais c'était pas possible. C'était le bloc était fermé. Ah non, c'était tout. Jamais, jamais, jamais. Ça, d'une façon générale, au revire, rien n'était silencieux. Jamais personne. Ça hurlait sans arrêt. Tout le monde criait. Les malades, la Blokova, les médecins, les infirmières. C'était toujours dans le bruit. C'est un endroit de bruit. Oui. Partout d'ailleurs, dans le camp, tout le monde hurlait. Alors donc, on les emmenait au bloc 7, où elles sont restées enfermées comme ça, pendant, je ne sais pas, 2 jours. Alors moi, j'y suis allée quand même. Vous pouviez aller les visiter? Oui, en principe, je ne devais pas, mais j'y suis allée. Alors ça, c'était terrible. Il y avait celles qui n'y croyaient pas, et puis il y avait celles qui s'en doutaient, il y avait celles qui le savaient, il y avait la façon de chacune de réagir à ça, c'était épouvantable. Vous alliez leur parler? Bien sûr, Vous les bien écoutez? sûr.
Alors elle me donnait des listes pour prévenir les familles. Ils sont perdus les listes, mais non, ils n'ont pas eu besoin de listes. Hein, vous aviez la force de faire ce travail parce que il fallait le faire, fait. Bien sûr, mais il ne fallait pas les laisser. Et puis alors elle se posait toujours en même temps la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On ne savait jamais quand ce qui était vrai. Ah oui, comme c'était à ce point-là, oui, bien sûr. Que vous n'avez pas pu vous dénier la chose. Pas pu quoi? Être dans le déni, vous saviez. Vous. Oh, bah bien sûr, parce qu'il y en avait eu d'autres déjà, d'autres sélections, donc je savais. Oui. Vous vous souvenez de ces filles, de ces femmes? Bien sûr, bien sûr. Il y en avait qui étaient en très bon état. Il y en avait une que j'aimais beaucoup. Elle était devenue sourde. Elle avait eu une otite. Elle était devenue sourde. Elle n'avait pas entendu quand on l'avait appelée. Alors elle avait été marquée sans qu'on la voie. Elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on est là? Il y en avait qui pleuraient. Alors les autres disaient, tu te rends compte, elle nous emmerde, elle est tout le temps là. Tu crois qu'elle nous donne du courage? Regarde, elle ne nous donne pas bon moral. Regarde là, celle-là. Il y avait de tout. Il y en avait quelques-unes qui priaient, pas beaucoup. Il y en avait d'autres qui pleuraient silencieusement. Il y en avait qui me demandaient de prévenir leurs parents, leurs enfants, etc. C'était horrible, ce genre de choses. C'est pas pensable. Quand on est ici à Paris, c'est une chose qui n'est plus pensable. Une nuit ou un soir, je ne sais plus, on a vu des camions qui passaient. Nous, on nous a enfermés dans nos blocs. On a entendu les camions qui passaient. On entendait des hurlements. Et puis, ça a duré pendant très longtemps. Et puis après, c'était le silence, pour une fois. Alors, le lendemain, les Stubensdienst nous ont raconté comment ça s'était passé, comment les soldats avaient sauté sur elles toutes avec les revolvers, les cannes, et les faisaient dégringoler des lits. Elle me racontait certaines que je connaissais qui avaient essayé de se cacher derrière une porte, enfin des bêtises. Et on les avait entassées dans le camion, comme ça, les unes sur les autres, comme si elles étaient déjà mortes. Et puis on les avait emmenées. Voilà. Alors, après, le bloc était vide, il est resté vide longtemps, j'y suis retournée, je ne pouvais pas m'empêcher, j'étais tout le temps dans ce bloc. Il y avait des bouts de pain par terre parce qu'elles n'avaient pas emporté leur pain, alors que c'était tellement précieux au camp, le pain, ben là, il était comme ça, abandonné. Il y avait... Tout était comme ça. Ensuite, on a désinfecté, il y avait les couvertures qui pendaient du plafond, comme ça, c'était terrible. Et puis après, il y a eu d'autres sélections autour. Là où j'habitais ensuite, un autre bloc de médecins, de l'autre côté, il y avait le Zigeunerlager, le camp des Tziganes. Il y avait la voie ferrée nous séparait, et de l'autre côté, il y avait le camp des Tziganes. J'ai même manqué d'être nommé médecin du camp des Tziganes, et puis j'ai réussi à ne pas y aller. Je ne parlais pas vraiment allemand, alors ça aurait été vraiment pénible pour eux, parce que c'était un camp familial. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, habillés presque, c'était pas merveilleux, mais comme ils étaient. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement comme travail. Ils avaient énormément de charrettes. Ils travaillaient poussaient des charrettes. Et on entendait cette rumeur du camp qui vivait, qui était là. Puis une nuit, on a entendu les camions, on a entendu hurler, on a entendu... Puis le lendemain, tout était silencieux, il n'y avait plus personne. On voyait seulement les charrettes avec les brancards levés comme ça. Tout le camp avait été emmené, gazé. Ça, c'est aussi un des souvenirs terribles, ça. Et on a créé des médecins de bloc. Mais alors, les blocs étaient horribles à ce moment-là, parce qu'il n'y avait même plus de quoi se coucher, les filles étaient par terre. Alors le médecin, on escaladait tout ça, et les médecins de bloc, c'était une vie épouvantable. Elles venaient chercher des médicaments chez moi, elles les rapportaient, mais c'était terrible pour elles. Elles étaient sans arrêt dérangées, parce que les malades ne leur laissaient pas une minute de jour et de nuit. Elles étaient sur elles, c'était très très dur. Puis tout le monde était tellement abîmé à ce moment-là, c'était effroyable. Il y a une dégradation dans le camp? Terrible, terrible. Un petit peu la décrire, cette dégradation? Un vieillissement. D'abord, la façon dont nous étions habillés de loques, ça
ça ne nous avantageait pas. Et puis on était tellement fatigués, tellement épuisés, on parlait mal, on parlait lentement. Il y avait des filles qui avaient déjà été malades par ailleurs. Je ne sais pas, parmi mes meilleures amies, l'une d'elles avait eu une paralysie faciale, on l'avait opérée et elle avait un œil qui se retournait, enfin c'était quelque chose d'affreux. Elle était maigre comme un clou avec un grand manteau jusqu'aux pieds, une ceinture pour tenir le tout, une ceinture qui serrait comme une ficelle. J'espère que je n'ai rien décroché. Et une autre qui avait l'air d'un singe comme ça. On n'était pas belle à voir. Hein. Et puis la violence, les bagarres sans arrêt. Quand les Anglais sont venus, on les a horrifiés. Au bout de quelque temps, le premier jour, ils pleuraient à tous les coins de bloc. Et puis ensuite, ils ont commencé à nous détester en disant « c'est pas possible, ce sont des bêtes sauvages ». Et on était des bêtes sauvages. Pas tellement les Françaises, je dois dire, mais les Polonaises et les Russes, je ne veux pas faire de racisme, mais c'était physiquement, elles avaient mieux tenu et elles se bagarraient tellement fort. C'était vraiment des bêtes sauvages. On avait les nouvelles quand même et on savait que les Allemands reculaient, que les Alliés avançaient, mais on ne savait pas à quelle sauce on serait mangé. On nous disait qu'on brûlerait le camp. Il y avait des bois autour, on nous disait qu'il n'était pas question, on connaissait la situation, il n'était pas question de nous laisser vivantes. Et puis, ça continuait comme ça. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Il y a loin là-bas, on voit un drapeau blanc. » On me dit « C'était folle. » Il y a eu très très loin, il y avait quelque chose de blanc. Puis on a su après qu'en réalité, les Allemands, au-dessus de leur voiture de Croix-Rouge, avaient mis des grands drapeaux blancs. Alors c'était ça qu'on avait cru voir. Puis un jour, il y avait un bois plus loin, il y avait au-delà de notre bloc, et au-delà du bois, très très loin, il y avait une route. Et on entendait, mais c'était très 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 loin, on a entendu qu'il passait des tanks, et on a entendu des haut-parleurs qui disaient « Good morning people, you are free ». Je ne vous jure pas que c'était exactement ça qu'ils disaient, mais c'est ce que nous avons compris. Je ne crois pas que ça soit correct de dire « Good morning people, you are free », mais c'est peut-être ce qu'ils avaient dit. Alors, naturellement, ça a été on était folles. On se précipitait toutes les unes sur les autres, on s'embrassait, on se secouait, puis on s'est toutes précipitées, enfin celles qui pouvaient marcher, on s'est précipitées dans ce petit bois, on voulait aller vers le tank, et puis on s'est mis à tirer de partout. À ce moment-là, on était gardés par des soldats hongrois. Alors, quand on a commencé à aller vers les Anglais, ils ont tiré sur nous de tous les côtés. Alors, tout le monde s'est sauvé, s'est éparpillé. J'étais avec une Yougoslave que j'aimais beaucoup. On est rentré au Revire. Et puis, on a attendu celle qui était blessée. Et puis, le soir, on a été ramasser les mortes. Voilà. Good morning, people, you are free. Voilà comment on a été libérés. Et puis après, les Anglais donc se sont occupés de nous, mais on ne s'en est pas très bien aperçu au début, sauf parce qu'il n'y avait plus de conduite d'eau. On crevait de soif tout le temps, c'était le pire. Au moment du typhus, ne pas avoir à boire, c'est quelque chose d'affreux, c'est vraiment terrible. Mais ils pouvaient nous donner quelques-unes de leurs réserves, mais ils ne pouvaient pas plus. Et puis ensuite, ils nous ont donné à manger, mais trop. Alors il y a eu des malades terribles parce que tout le monde était goinfre et bouffait n'importe quoi. Et puis ensuite, il y a eu des premiers transports qui ont ramené certaines filles en France et d'autres dans d'autres pays. Et celles qui restaient, on a, comme moi qui étais médecin, des malades qui étaient intransportables, des gens comme ça. On nous a mises dans des blocs qui étaient les anciennes casernes des SS. Et alors là, on a retrouvé des prisonniers d'un camp de prisonniers français qui venaient nous voir. Mais alors, par gentillesse, ils nous apportaient des morceaux de viande crue entiers. On bouffait ça comme ça, cru.
On était tellement affamés. Ils nous apportaient à boire. Il y a eu des malades en masse parce qu'on ne pouvait pas supporter. Normalement, on doit aller très, très progressivement pour faire une réadaptation à l'alimentation. Alors, il y a eu des tas de malades. Et puis, il y a eu des transports les uns après les autres. Il y a eu de nouveau des typhus qui n'étaient pas finis, enfin. Après la libération du camp, Odette soigne les malades avant d'être elle-même rapatriée. Sa mère et sa jeune sœur sont mortes à Auschwitz. Elle passe un mois en maison de repos en Suisse, où elle écrit ses souvenirs. Terre de détresse, réécrit, sera publié en 1995. Odette rejoint Moussa à Nice, où il a mis sur pied dès la libération un centre médico-social et de regroupement familial. Elle y travaille dès son retour. En 1951, elle rentre à Paris et devient médecin-chef à la direction de l'hygiène sociale. Elle épouse Moussa. Dans les années 90, ceux qu'ils ont sauvés, et qui se désignent eux-mêmes comme les enfants Abadi, les recherchent. Odette et Moussa racontent pour la première fois l'histoire de ce sauvetage. Après la mort de son mari, en 1997, Odette fait publier le dernier livre de Moussa et met en ordre les papiers du réseau Marcel. Odette Abadi se suicide le 29 juillet 1999.